donc d'ouvrir cette nouvelle rencontre mondiale du judaïsme francophone, ému et heureux de l'honneur que vous me faites et de la vigueur des projets francophones. Un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce campus pour cette 3e rencontre mondiale du judaïsme francophone. Et une 3e fois, cela signifie dans la doctrine juive qu'il s'agit là d'une chazaka, c'est-à-dire d'une tradition si bien ancrée qu'elle ne peut plus être abolie. Je crois au peuple juif en Israël, mais ma langue maternelle est le français. Elle est celle dans laquelle je prie, je rêve, je compte et j'écris avec la force unique du mot qui traduit avec précision l'émotion, le ressenti. Et ce mélange porte un nom, juif francophone. Je suis donc juive francophone. Beaucoup de pays comme l'Égypte, comme l'Albanie, comme le Vietnam, qui a 0,02% de Français, tous ces pays font partie de la francophonie, mais à ce jour, Israël ne fait pas partie de la francophonie. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui Monsieur Alain Seban, donc président fondateur de Vatel, et en tant que juif francophone aussi, fils de résistants juifs dont la moitié de la famille a été déportée, je suis particulièrement ému d'être là aujourd'hui parmi vous. Nous ne devrions pas alors parler de voix dans leur singularité, mais d'une harmonie, non pas d'un chant, mais d'un concert, d'une polyphonie, non pas de l'histoire d'une vie, de quelques vies, mais de celle de tout un univers. C'est pourquoi il y aurait beaucoup trop à dire, et devant toutes ces réserves, sans doute, dans la crainte de dire des banalités, ou pire encore, des choses sans aucune pertinence, eh bien, je vais vous parler de moi. Alors, à travers cette réflexion, en fin de compte, j'aimerais dire quelques mots sur le rapport particulier de Lévinas et de Derrida au judaïsme, à l'inspiration juive. Quand Bertrand Delanoë a été élu, il a veillé à ce qu'il y ait une place Pierre Mendès France à Paris, à laquelle j'ai assisté. Et Marie-Claire m'a pris avec Delanoë dans un coin et m'a dit « Tu vois, Mendès de là-haut, il doit être très content parce qu'un chrétien et un juif tunisien ont fait l'un à Paris et l'autre à Jérusalem une place Pierre Mendès France. » Georges Mandel est né Rothschild. Et il s'est retrouvé dans la situation très désagréable d'avoir tous les inconvénients du nom de Rothschild sans avoir les avantages puisqu'il n'appartenait pas à la famille en question. Et donc, il a décidé de changer de nom. Et chose très intéressante et très significative, il a changé de nom en prenant un nom juif. À savoir, quelque chose qui va t'intéresser, Cyril, c'est très rare. Un juif change de nom et maintient un nom juif pour être sûr de bien faire comprendre et de lancer un message très subtil, à savoir ce n'est pas à cause de son judaïsme qu'il a changé de nom. Xavier Vallat, lorsque Léon Blum, dans le débat où il prend la présidence du Conseil en 1936, Xavier Vallat lui reproche que pour la première fois, non pas un révolutionnaire, non pas un marxiste, mais un juif va avoir en charge notre vieux pays. Et pourtant, Léon Blum se définit comme un Français intégral. Et donc, comme tu l'as dit, Simon, il y a cette idée, on est totalement, radicalement, intégralement français, mais aussi dans le cas de Léon Blum, totalement, radicalement sioniste. Je n'ai pas dit juif, j'ai dit sioniste. Alors, prononcer un hommage à René Cassin équivaut à une équipée aussi gratifiante qu'exigeante, vouée à la reconnaissance d'un homme archipel, ou du moins de quelques-uns de ses rivages. L'approche de cette figure d'envergure qu'est René Cassin, sans doute l'une des plus saisissantes du siècle dernier, intime d'emblée respect et admiration. Prendre la parole ici sans avoir quelques mots et tout simplement une pensée très profonde et chaleureuse pour notre compatriote Gilad Shalit. Il y a beaucoup plus qu'une coïncidence entre la naissance de l'État d'Israël et la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup plus qu'une coïncidence, c'est une véritable parenté. Tous deux sont le fruit de ces moments trop rares
où la diplomatie et l'idéal se sont rejoints. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza dans l'opinion publique française? Car dans la presse française, on a eu toute une période, évidemment, le président de l'autorité palestinienne n'a pas été le dernier, on le comprend, il défendait ses intérêts à la limite, que la Shoah et Gaza, c'était la même chose. Mais quand on regarde les sondages, et que 50% des Français aient trouvé que la riposte d'Israël n'était pas une riposte injustifiable, eh bien je dis qu'il y a une certaine progression, on s'en tombait dans l'optimisme béat. L'événement de Durban, c'est la manière dont va se dérouler la conférence de Durban, où effectivement, tout d'un coup, les invectives fusent. Elles fusent et elles fusent, notamment à l'égard d'Israël. La conférence de Durban 2, elle a un intérêt, je dirais, géopolitique, où on voit des corps constitués d'États qui non seulement n'ont pas du tout envie de se soumettre à la Déclaration universelle des droits, mais ont envie fondamentalement de la modifier en fonction de leur propre vision des droits de l'homme. Ce sont ces pays-là, membres de l'ONU, qui vont, alors que nous faisons vivre l'ONU, nous attaquer dans la citadelle de l'ONU pour faire régresser l'universalisme des droits de l'homme. C'est le vrai jeu de Durban. Et cela sur le conflit palestinien et israélien. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas aller à Durban. Il ne faut pas aller à Durban. Ce combat-là est un combat au cœur de l'évolution de nos systèmes démocratiques. Il prend Israël comme prétexte, mais c'est un combat beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je le mène comme président de France-Israël, mais aussi comme démocrate français et attaché à la démocratie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tous merci et à l'année prochaine. Bonsoir. את אף פעם לא תדעי מה באמת קרה. הגורל באה ולקחה את הדבר הכי יקר